Et on enchaîne, oui, ce sujet de l'IA n'était pas anodin puisqu'on enchaîne donc avec une table ronde. On va décortiquer, voir comment l'IA a été utilisée dès à présent dans le quotidien des agences pour aller enrichir l'expérience autour de la vidéo. Et pour ça, j'appelle Pauline Butor, qui est directrice générale de Monks Paris, et Thibaut Fromentin, qui est directeur de la stratégie et de l'innovation digitale chez Publicis Media. On peut les applaudir. Merci beaucoup d'avoir accepté tous les deux notre invitation ce matin. Donc on va, pour revenir un petit peu peut-être quand même sur l'origine story de cette table ronde, tout part de une discussion que j'ai eue avec Jean-Baptiste Rouet, donc de chez Publicis, en début d'année, où on parlait de l'intérêt de l'IA pour aller faire des placements de produits virtuels et l'intérêt du programmatique pour rendre aussi ces placements de produits dynamiques. Et tous les deux, on imaginait un peu un futur à la Black Mirror où voilà, chacun aurait un contenu finalement où les marques qui apparaissent soient différentes, ou même grâce à l'IA, on pourrait choisir l'acteur qui incarnerait finalement le premier rôle de notre film. Et au fur et à mesure de notre discussion, on s'est rendu compte aussi qu'on était loin et que même si techniquement il y a des choses qui avancent, en termes d'organisation c'est beaucoup plus complexe. Et finalement, pourquoi aller aussi loin dans le futur alors que l'IA dès à présent est déjà utilisée aussi au sein de vos organisations pour aller voilà, gagner en efficacité, pour aller produire de nouvelles choses. Et on va donc pouvoir bénéficier de votre regard, à la fois en agence créa ou en agence média, sur l'utilisation de ces éléments. Pauline, peut-être pour commencer, vous, comment est-ce que l'IA s'est pleinement intégrée au sein de vos process chez Monks? Avec plaisir. D'abord, bonjour et merci beaucoup Clément. Je tiens à dire que tout ce que tu as dit en introduction, c'est pas du tout de la science-fiction. C'est des choses qu'on fait déjà, notamment des choses qu'on a fait pour HBO, de pouvoir intégrer, mais on va y revenir, directement des publicités et de les personnaliser. Peut-être que je vais commencer par dire quelques mots sur notre organisation, parce que je suis pas sûre que tout le monde connaisse mon monastère. Monks, c'est en effet une agence intégrée qui a une mission qui, moi, me passionne absolument, qui est de repenser et de redessiner la façon dont les marques et les entreprises interagissent avec le monde, avec leurs audiences, parce que comme on le voit depuis ce matin, on est dans un monde en pleine mutation et qu'il y a une petite urgence à faire les choses un petit peu différemment. Donc la façon dont on fait cette mission, c'est en alliant vraiment la créativité et la technologie, parce qu'on est né avec le digital. Donc moi, je suis aussi une enfant de la télé. On va dire que je suis, en tout cas, été élevée avec les télévisions, même si je travaille dans une agence qui est complètement née avec le digital. Donc ça fait partie de nos gènes, mais c'est aussi parce que j'ai une conviction qui est que c'est cette alliance de la créativité et de la digital et de la technologie, pardon, qui permet aux marques à la fois d'émerger et de mieux répondre aux besoins des consommateurs. Et je pense que c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Encore une fois, un secteur qui est en pleine mutation, des usages qui accélèrent énormément, qui se transforment, des comportements qui se transforment. Et donc tout l'intérêt de l'IA pour moi, c'est de mieux comprendre ces usages et de mieux pouvoir y répondre. Et j'imagine donc, voilà, à ce titre, chez Monks, l'utilisation de l'IA, et on connaît tous, voilà, tout l'intérêt de l'utiliser en pré-production notamment, voilà, a totalement révolutionné le travail de vos créatifs. Sur le sujet vraiment de la vidéo, Ouais. ce que tu disais, donc déjà pour HBO, il y a des choses qui sont faites. Alors je ne sais pas si c'est encore industrialisé, mais il y a déjà des tests en effet de placement de produits virtuels. Quels sont un peu les différents quelques cas d'usage déjà courants finalement, industrialisables. On sait que c'est le grand enjeu en termes d'IA cette année pour la création vidéo ou en tout cas la diffusion vidéo. Alors nous, du coup, du fait de cette histoire très courte et de ce positionnement, on a un point de vue sur l'IA qui est très, et les nouvelles technologies en général, qui est très optimiste, hein, qui est très positif. Ça ne veut pas dire qu'on veut en mettre partout absolument, mais ça veut dire qu'on pense que ça peut être un vrai accélérateur de valeur, pas seulement en termes d'économie et de productivité, mais aussi vraiment justement dans des nouvelles formes d'engagement, dans des nouvelles formes d'expérience utilisateur et même un petit peu de progrès social. Donc en fait, chez Monks, on a des équipes qui sont vraiment dédiées au divertissement et aux médias, qui, comme toutes les autres équipes, vont mettre de l'IA tout au long du processus de création, encore une fois, quand ça génère de la valeur. Donc quand on parle de médias et de divertissement, ça va être au moment de la création, de la production, mais aussi au moment de la gestion des contenus, justement, et de l'adaptation, et puis au moment de la distribution et de la monétisation. Donc pour parler d'exemples très, très concrets, et pour revenir aux usages, parce que je pense que c'est vraiment ça la clé, les jeunes, la fameuse Gen Z, elle va consommer beaucoup plus des programmes courts. Donc à 70%, on va consommer l'information en programme court pour gagner du temps. Et si on parle du sport, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ce secteur,
la Gen Z va passer 15% plus de temps à regarder des extraits, des highlights, des temps forts que le match ou que l'événement lui-même en temps réel, même si Emmanuel parlait en effet de l'importance du live, évidemment. Et donc, ce qu'on peut faire maintenant avec de l'IA, c'est de se dire comment est-ce qu'on personnalise vraiment les extraits, les temps forts, en fonction de ce qui intéresse les audiences, et puis en fonction des intérêts, évidemment, du sponsor. Donc, on peut imaginer, par exemple, de faire en temps réel des extraits où on va avoir tous les points, tous les buts qui vont être marqués avec certaines baskets, par exemple, et qui vont être diffusés en temps réel aux audiences via les différentes plateformes. Peut-être un autre exemple, plus si on se passe plus du point de vue du broadcaster ou du producteur, qui eux vont avoir plus des enjeux de réduction des coûts, mais aussi des réductions des émissions de carbone. On vient de faire un test qui a super bien marché avec ITV au UK pour leurs émissions des émissions non scriptées de daytime, hein, pour pas prendre trop de risques au début, où on a vraiment basculé tout le système de production d'un système de production physique à un système de production dans le cloud. Donc on est vraiment passé dans des salles de production virtuelles et de la production par logiciel, où on a réussi à réduire drastiquement les coûts et l'empreinte carbone tout en gardant une super qualité et plus de flexibilité. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait notamment avec la NBA depuis maintenant 3 ans pour la diffusion de leurs matchs en réalité virtuelle sur toutes les plateformes de Meta. Et ça permet de vraiment permettre une nouvelle expérience utilisateur, qui est dingue, hein, avec les casques de réalité augmentée, en réduisant de 87% les émissions carbone et avec juste 3 personnes sur place pour faire la captation. Merci Pauline pour ces exemples. Alors on voit en effet ce qui se dessine. Je rebondis sur ce que tu disais en termes de découpage finalement de format long et de mise en avant de highlights. C'est vrai qu'il y a tout cet enjeu d'hyperdistribution dont on a pu parler sur la table ronde d'ouverture. Donc l'IA va permettre en effet d'aller adresser, diffuser ses contenus sur différents canaux. Et puis il y a plein de nouvelles mécaniques. Alors là c'était un exemple avec potentiellement Nike, mais ça me fait penser à ceux qui étaient à Cannes peut-être auront en tête aussi ce cas. Je crois que c'est Mercado Libre qui, à l'occasion du dernier Black Friday, avait, alors je pense qu'il doit y avoir de l'IA bien sûr, mais était allé finalement identifier dès qu'il y avait une poignée de main à l'écran qui passait. Donc c'est la poignée de main, c'est le logo de Mercado Libre pour faire apparaître un QR code avec une promo, et que ce dans tous les programmes. Je crois que c'était les programmes de Globo au Brésil. Ouais. Donc c'est intéressant. On voit qu'il y a des nouvelles mécaniques avec des formats qui sont aussi plus immersifs, plus interactifs, qui sont susceptibles d'apparaître avec l'IA. Peut-être là pour parler plus de ce qu'on a fait en termes d'expérience de marque, pour rester dans le domaine du sport, et une expérience qu'on a réalisée pour Adidas pour la finale de la Coupe de l'UEFA, c'était vraiment pareil, toujours en partant des comportements et des insights, 96% de cette fameuse Gen Z, quand elle regarde un match, elle le fait évidemment en utilisant son smartphone. Donc tout l'enjeu, c'est de dire comment est-ce qu'on va compléter l'expérience sur le grand écran, avec une expérience un peu plus intime sur le téléphone et le smartphone. Et là, ce qu'on a imaginé pour eux, c'est de créer un avatar de Del Piero, avec qui on allait pouvoir rentrer en conversation et échanger sur WhatsApp, donc soit en one-one, soit en le rajoutant dans des groupes. On a nourri ce Del Piero virtuel avec l'intelligence artificielle. Donc on l'a complètement, donc il a avalé toute l'histoire des coupes de l'UEFA, des buts, des anecdotes, etc. On l'a nourri évidemment avec la personnalité de Del Piero, que je connais pas très bien, mais a priori il y avait vraiment son style et son humour. Et aussi évidemment toujours les temps forts du match, les coulisses du match, et puis même des petites previews des nouveaux équipements d'Adidas. Et ça a absolument cartonné. Ça permet de réaliser 44 000 messages en juste 10 secondes. Les niveaux d'interaction ont été fous. Et là, l'idée, c'est pas du tout de dire et de faire semblant qu'on va vraiment interagir avec Del Piero, hein, mais c'est en prenant beaucoup d'humour et de recul. C'est juste son avatar, mais les fans adorent ça, et c'est vraiment des nouvelles formes d'engagement. Et ça permet d'événementialiser, comme le disait Emmanuel Chin aussi, potentiellement un programme avec la possibilité d'aller échanger avec un acteur. Enfin, on peut imaginer plein de scénarios. Puis aussi, grâce à ce schéma conversationnel, peut-être amener à une offre ou en tout cas une conversion. Et c'est aussi tout l'intérêt donc de ces nouveaux formats en CTV. Je me tourne vers toi Thibaut maintenant, peut-être pour continuer cette discussion. Et donc l'IA, mais cette fois, on imagine que Publicis fait aussi beaucoup de choses en termes de créa, mais sur une agence média, comment est-ce que l'IA va être mise à profit désormais, peut-être plus pour en effet les ciblages, ou en tout cas optimiser le planning. Quels sont un peu les cas d'usage chez vous?
Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Finalement, ce sujet média, et déjà, j'ai un peu peur qu'il soit un petit peu moins sexy que le sujet créa dont on vient de parler. C'est important de le dire. Mais c'est important quand même. Il y a 3 domaines dans nos agences qui sont en train d'être révolutionnés par l'intelligence artificielle. Il y a effectivement la partie créa-production, la partie insight et la partie média. Sur la partie insight, on pourra en parler pendant des heures parce qu'il y a des tas de trucs qui sont des produits qui sont mis sur pied qui permettent de traiter des quantités immenses de données pour apporter vraiment de la valeur à ce qu'on livre à nos clients tous les jours. Sur la partie média, il y a une initiative dont on voulait parler aujourd'hui, c'est donc Simba, qui est une intelligence artificielle qui permet de concevoir des algorithmes d'optimisation sur plusieurs KPI, plusieurs sources de données et cross-platform. Donc on est parti du constat que les algorithmes d'optimisation de nos campagnes digitales sur les DSP étaient de plus en plus standardisés, non pas que ça réponde pas à des objectifs, mais que pour le coup certains clients en demandaient un petit peu plus. Mono KPI et mono source de données, puisque on se cantonnait finalement à la donnée qui était dispo dans les DSP, dans les plateformes. Simba arrive là-dessus avec une promesse qui est de dire on a une intelligence artificielle dynamique qui va réconcilier 26 000 points de données et analyser ces 26 000 points de données de manière quotidienne pour les réintégrer via des API dans les DSP pour nourrir l'algorithme et le rendre de plus en plus performant et répondre aux objectifs du client. On a un cas qui est assez parlant, c'est qu'on a de plus en plus de clients qui viennent nous voir et qui nous disent on a plein de KPI noires. Donc évidemment, on doit faire un tri sur ces KPI-là, on doit garder les principaux. En l'occurrence, un acteur une chaîne fast-food qui nous demande d'optimiser une campagne vidéo sur à la fois le CPM, le taux de complétion, la visibilité et l'attention. Donc beau challenge, mais pour le coup, grâce à Simba, grâce à l'intelligence artificielle, on a réussi à donner un élément de réponse qui était fort, et puis du coup à tester ce modèle et à le dupliquer et à le laisser en fil rouge sur la campagne, puisque 1, 2, 1, 2, ouais, c'est bon, ça revient. En quelques mois, on a réussi à diviser par 2 ce coût par indicateur custom du client. Peut-être attention à bien libérer le bas du micro, l'antenne. Top. Bon, tout 1, 2, ouais, ok, ouais. il ne touche plus. Du coup, c'est de là que vient cette rupture et cette proposition de valeur qui est forte, en l'occurrence pour ce client, mais qui va être duplicable sur tous les clients qui font du programmatique et essentiellement de l'open auction, que ce soit en display et en vidéo. Mais une fois qu'on a dit ça, l'humain garde quand même une place cruciale au sein de l'équation, puisque on doit appliquer un contrôle de qualité récurrent, on doit mettre un cadre de diffusion sur nos campagnes, donc faire attention là où on diffuse, sur tous les sujets brand safety. Donc il y a, et sur le choix tout simplement des signaux qu'on va sélectionner en amont de la campagne et pendant la campagne. Ça, on sait que c'est important. Simba en CTV, c'est dans les tuyaux, il me semble, c'est ça? Simba en CTV, c'est dans les tuyaux. Il y a déjà des choses qui sont entreprises et qui vont être mises sur pied dans pas longtemps, avec des acteurs divers et variés dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais on pourrait rebondir sur les next steps sans aller sur des scénarios qui sont de la science-fiction ou super sympa à entendre, à voir et à écouter d'un point de vue créa, mais on a des initiatives en France qui sont prises par notamment les broadcasters, j'y pense, qui arrivent en 2025 à nous proposer via l'intelligence artificielle des solutions de mix média total vidéo, d'autres de catégorisation en temps réel des flux, intégrables au bid request sur lesquels on va pouvoir optimiser dans les DSP. Et peut-être pour revenir sur les KPI, en effet, qui sont de plus en plus suivis par les clients, est-ce qu'il y en a certains, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'attention et on va encore en parler aujourd'hui, est-ce que ce KPI-là a pris une force prépondérante en 2024? Et ça me permettra après de demander à Pauline peut-être si justement l'attention aussi est devenue un enjeu créatif maintenant que vous mesurez quand vous faites de la créa. Thibaut répondre, oui. L'attention, c'est finalement un KPI qui prend de plus en plus de place et qui arrive finalement by design dans les discussions qu'on a avec nos clients. Parce que qui dit attentif dit performance. Du coup, effectivement, on est très proche des tiers mesureurs pour maximiser tout simplement l'attention, l'optimiser, que ce soit sur de la vidéo ou du display, tout simplement parce que ça doit être au cœur des préoccupations d'un acheteur.
Pauline, du coup, tous ces enjeux justement de mesure, alors mesure au sens large, mais mesure de l'attention plus spécifiquement, est-ce que là aussi il y a eu un impact et on sait que derrière il y a beaucoup d'IA dans toutes ces nouveautés. Je vais en parler peut-être d'un point de vue justement plus créatif. Nous, on voit que plus on arrive à coller au centre d'intérêt des audiences, plus on arrive à avoir de bons résultats. Et si je prends l'exemple de quelque chose qu'on a fait pour Hulu, par exemple, aux États-Unis, qui avait une campagne toute simple avec une ambition de développer la base d'abonnés, on a pris les trailers avec un message très simple qui était un call to action. Vous avez un mois d'essai gratuit de la plateforme Hulu. Et on a évidemment fait varier les trailers avec de l'A/B testing un peu classique, mais vraiment mis sous stéroïdes, en disant on va faire en fonction des centres d'intérêt. Donc si je prends la fameuse et très bonne série The Bear, je fais une version avec de la SMR, on s'aperçoit qu'elle cartonne sur Snapchat par exemple. Je fais une version avec les talents de ce trailer qui marche très très bien sur Instagram. Je vais faire une version plus qui va mettre en avant des scènes spécifiques, qui va raconter l'histoire, qui marche très très bien et là beaucoup mieux sur YouTube. Et on fait ça vraiment à grande échelle. Et quand je dis à grande échelle, c'est vraiment sous stéroïdes, c'est-à-dire qu'on fait 480 campagnes, 25 000 assets. Et là, on s'aperçoit que le taux d'engagement des utilisateurs, c'est plus 60%. Les résultats en termes d'impact sur les taux d'abonnés sont confidentiels, mais ils sont dingues aussi. Et donc là, on s'aperçoit que en multipliant les formats grâce à l'intelligence artificielle, on arrive à avoir des résultats en médias et à mesurer des résultats qui sont complètement fous. Et grâce à l'intelligence artificielle, là aussi, on arrive à faire en média planning des choses qu'on n'imaginait pas du tout avant. Et on a une branche qui fait ça beaucoup aux US, qui est de commencer à faire du média planning basé sur l'émotion. Parce que grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir analyser les émotions dans un contenu et donc pouvoir diffuser l'asset de la campagne qui est le plus en rapport avec ces émotions-là. Donc on a fait ça pour une marque de services financiers aux États-Unis avec des résultats sur la favorabilité qui sont de plus 28% et sur l'intention d'achat qui sont de plus 15%. Donc on s'aperçoit là qu'en mettant en adéquation, grâce à l'intelligence artificielle, le contenu, l'émotion qui en dégage, parce qu'on analyse les mots, le ton, les décors, etc., et les publicités, on a des super bons résultats. Et puis après, il y a des aspects plus créatifs. Et pour revenir sur ce qu'on s'était dit en introduction, pour HBO, on a fait une campagne toute simple, lancement de la nouvelle série de House of Dragons, où on permet au chacun, ça s'appelait Raise Your Banner, et c'était du coup personnaliser les affiches de la prochaine série en devenant le caractère principal et en incarnant ce caractère. Vous choisissez votre camp, vous choisissez votre famille et vous le partagez sur les réseaux. Et ça, en juste une semaine, il y a 2 millions de banners qui sont créés et qui sont partagés. Donc ça, là, on ne mesure pas l'émotion, mais on voit qu'en tout cas, ça donne envie et que les gens participent. Et ça grâce à un prompt, donc c'est ça? Ouais, c'est grâce à des prompts, bien sûr. Ouais. Parce que c'est vrai que, désolé, on a un peu dévié, mais cette table ronde a été pas mal remaniée du sujet vraiment de Gen AI pour se consacrer un peu plus sur le sujet de l'optimisation de l'expérience vidéo. Donc ça, merci à tous les deux d'avoir bien incarné ce point. Peut-être pour revenir sur le côté Gen AI aussi et ce qui en fait l'une des bases, c'est-à-dire le prompt et comment ces prompts peut-être au quotidien se développent aussi dans vos organisations. Peut-être juste une dernière question un peu ouverte sur qu'est-ce que vous attendez déjà de l'IA peut-être au sens large pour les prochaines années. Et puis peut-être si vous deviez prompter quelque chose au quotidien, qu'est-ce que vous voudriez prompter qu'IA puisse le faire, la Gen AI puisse le faire pour vous tout de suite? C'est la question piège, Thibaut. Alors ouais, là, carrément piège cette question. Et pour le coup, j'ai pas vraiment d'idées parce qu'il y a des choses. On va pas revenir sur ce qui a été dit, mais déjà beaucoup d'innovations que l'IA nous apporte au quotidien. Donc des prompts, en fait, il y en aurait des milliers qui pourraient nourrir les réflexions qu'on a avec nos clients, nos partenaires. Donc non, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à prompter pour faire évoluer rapidement la réflexion créative pour le coup. Donc c'est plus Pauline qui pourra qui pourra répondre à cette question. Ouais. Alors vous mettez une question piège et en plus vous me mettez sur le devant de la scène. Mais... On peut se contenter aussi de ce que vous attendez de l'IA, ou en tout cas les enjeux que vous voyez pour 2025. Ça me fait juste penser à deux choses. Moi déjà, ce que j'attends de l'IA, et on en parlait tout en introduction, c'est que ça soit vraiment un accélérateur de valeur et que ça nous permette de nous recentrer sur ce qui fait de la valeur ajoutée dans nos métiers. Donc ça n'enlève que ce qui a peu de valeur. La deuxième chose, tu parlais du prompt, et là j'ai un exemple très précis, parce qu'il y a en effet tout un art du prompt, et il faut qu'on rende ce prompt responsable, et on a beaucoup travaillé avec Dove dans leur positionnement de justement Real Beauty. Comment est-ce qu'on doit prompter pour représenter une beauté diverse et réelle? Donc ça, c'est un super projet qu'on a fait avec eux.
Et mon dernier point, c'est que comme tout le monde a parlé de Kaizen, j'ai aussi un peu envie de parler de Kaizen. Et ce qu'on fait avec l'IA aussi, c'est vraiment d'un point de vue audiovisuel, c'est de pouvoir plonger beaucoup plus facilement dans les archives. Et j'ai adoré Kaizen, mais j'ai adoré aussi le lendemain voir un super article du Monde qui m'a montré à quoi ressemblait la première ascension de l'Everest avec des Français il y a quelques années et il n'y a pas si longtemps, et de voir des images de l'Everest, voilà, il y a des dizaines d'années. Et ce qu'on propose, nous, aux broadcasters, aux producteurs, avec l'IA, c'est d'aller plonger dans les archives beaucoup plus facilement, ce qui permet pour les utilisateurs de mettre les choses en perspective, et c'est passionnant, et ça marche pour le sport, pour le divertissement, pour l'histoire des marques aussi, pour la politique, pour l'actualité. Et puis ça permet de nouvelles formes de monétisation aussi, on en a pas mal parlé pour tous les acteurs de l'audiovisuel. On sait voilà, qu'ils ont énormément d'archives en effet à faire parler. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre invitation ce matin.